Auchamp. Au pied d'une colline normande, dans une campagne verdoyante, se trouvent deux chaumières voisines. C'est là que vivent les Tuvache et les Valin. La vie est rude. Les Tuvache, très pauvres, luttent chaque jour. La mère Tuvache, femme robuste au visage marqué par la fatigue, s'active sans cesse dans sa robe marron usée, ses cheveux châtains strictement cachés sous son fichu. Son mari, le père Tuvache, un homme grand et maigre à la barbe de quelques jours, travaille la terre dans sa blouse bleue de paysan. Parmi leurs nombreux enfants se trouve le petit Charlot, un garçon brun aux yeux foncés, vêtu de vêtements gris rapiécés. Juste à côté, les Valin sont un peu moins misérables. La mère Valin a le visage plus doux sous son fichu beige et le père Valin, reconnaissable à sa moustache et sa blouse verte, semble un peu plus serein. Leur petit Jean, un garçon blond aux yeux clairs vêtu de beige, joue souvent avec Charlot, l'offre de Madame Dubière. Un après-midi, une voiture élégante s'arrête devant les maisons. En descend Madame Dubière, une bourgeoise riche. Elle porte une longue robe violette, un chapeau raffiné et des gants clairs. Ses cheveux châtains sont coiffés avec un soin qui contraste violemment avec la pauvreté du lieu. Désespérée de ne pas avoir d'enfant, elle entre d'abord chez les Tuvache. Elle propose d'adopter le petit Charlot. En échange, elle promet de l'élever comme un prince et de verser aux parents une rente mensuelle importante. La mère Tuvache, révoltée par l'idée de vendre son enfant, explose de colère. Vendre Charlot? Jamais de la vie! Nous sommes pauvres, mais nous aimons nos enfants. Chassée, Madame Dubière tente sa chance chez les Valin. Après une longue hésitation et une négociation serrée du père Valin, ils acceptent de lui confier le petit Jean. Ils voient là une chance pour lui d'échapper à la misère et pour eux d'avoir une vie plus facile. Le temps passe. Les Valin, grâce à l'argent de la rente, améliorent leur quotidien. Ils mangent mieux, réparent leur maison. Les Tuvache, eux, restent dans la misère noire, mais ils portent leur pauvreté comme une médaille de vertu. La mère Tuvache ne manque jamais une occasion d'insulter les Valin, les traitant de parents dénaturés. Elle rappelle sans cesse à Charlot qu'il a de la chance d'avoir des parents honnêtes qui ne l'ont pas vendu. Charlot grandit dans cette atmosphère de supériorité morale, mais aussi de privation. 20 ans plus tard, une magnifique voiture s'arrête de nouveau devant les deux chaumières. Un jeune homme élégant, richement vêtu, en descend. C'est Jean Valin. Il vient embrasser ses parents biologiques et leur montrer sa réussite. Il est devenu un monsieur, brillant et éduqué. Charlot Tuvache, devenu un homme aigri, le regarde avec envie depuis le seuil de sa porte sombre. Il compare sa vie de labeur, sa blouse sale et ses mains calleuses à la silhouette éclatante de Jean. Le soir même, une dispute éclate chez les Tuvache. Charlot, bouillant de rage, se tourne vers ses parents. Il ne voit plus leur vertu, il ne voit que leur bêtise. « Vous avez été fiers, mais vous avez été bêtes !» crie-t-il à sa mère. « Regardez ce que je suis devenu à cause de vous, alors que je pourrais être à sa place !» Sous le regard dévasté de la mère Tuvache, Charlot ramasse ses quelques affaires. Il refuse de rester un jour de plus dans cette misère qu'il juge inutile. Il quitte la maison familiale et s'enfonce dans la nuit, laissant ses parents seuls avec leur pauvreté et leurs regrets. Les Valin ont vendu leur fils pour une fortune et ont récolté l'aisance. Les Tuvache ont gardé le leur par vertu et ont récolté l'amertume. Dans cette cour de ferme où le silence a remplacé les cris d'enfants, une question demeure. Vaut-il mieux être un fils richement abandonné ou un fils pauvrement aimé? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains récits littéraires en images. Et à très bientôt. Le pêcheur et sa femme. Ce que le pêcheur ramena de la mer ce matin-là ne remplit pas seulement ses filets. Cela révéla jusqu'où l'avidité peut pousser un cœur humain quand l'argent devient plus important que la paix. Car certaines richesses promettent le bonheur, mais sèment la destruction. Écoute bien cette histoire, elle pourrait te rappeler quelque chose. Chaque matin, avant même que le soleil n'embrase l'horizon, le pêcheur prenait sa barque et avançait sur une mer calme et grise. Ses gestes étaient lents, précis, habitués au rythme des vagues. Il ne possédait presque rien.
une vieille cabane, quelques filets et suffisamment de poissons pour vivre modestement. Et cela lui suffisait. Sa femme, en revanche, vivait dans l'insatisfaction permanente. Elle regardait les bateaux riches passer au loin et murmurait avec amertume « Pourquoi sommes-nous condamnés à cette misère? Pourquoi les autres ont-ils tout et nous rien ?» Le pêcheur l'écoutait en silence. Il savait que répondre ne ferait qu'envenimer les choses. Un jour, la mer était étrange, plus sombre, plus lourde. Le filet du pêcheur se tendit brusquement. Lorsqu'il le tira hors de l'eau, il découvrit un poisson immense aux écailles brillantes, aux yeux profonds comme l'océan. Et le poisson parla. « Pêcheur, ne me tue pas, je ne suis pas un poisson ordinaire. Je peux exaucer des vœux. » Le cœur battant, le pêcheur relâcha aussitôt le poisson. « Je ne veux rien, » dit-il, « retourne à la mer. » Mais ce geste allait bouleverser sa vie. Quand il raconta l'histoire à sa femme, son regard changea aussitôt. « Tu aurais dû demander quelque chose. Retourne à la mer, demande une vraie maison. » Hésitant, le pêcheur retourna au rivage. La mer était devenue verte et agitée. Il appela le poisson. Le vœu fut exaucé. À son retour, la cabane avait disparu. À sa place se dressait une belle maison solide. La femme sourit, mais ce sourire ne dura pas. Toujours plus, jamais assez, très vite, elle déclara « Une maison ne suffit pas, je veux plus de confort, je veux de l'argent. » Le pêcheur obéit. La mer devint bleue sombre. Puis elle voulut encore « Je veux être respectée, je veux être riche. » Puis encore « Je veux commander aux autres. » À chaque vœu, la mer devenait plus violente. Le vent hurlait. Les vagues frappèrent la barque. Le pêcheur sentait que la limite approchait. Si tu aimes ces contes profonds qui font réfléchir et voyager, abonne-toi à la chaîne Contes et Morales et rejoins ceux qui aiment les histoires pleines de sens. La femme, désormais puissante, n'était toujours pas satisfaite. « Je veux être reine, » dit-elle. Le pêcheur tremblait en s'avançant vers la mer devenue noire et déchaînée. Le poisson apparut, silencieux. Le vœu fut exaucé, mais très vite la femme cria « Être reine ne suffit pas. Je veux être plus puissante que la mer elle-même. » Le pêcheur supplia en vain. Lorsque le dernier vœu fut prononcé, le poisson disparut sans un mot. Le pêcheur rentra chez lui et trouva la vieille cabane exactement comme avant. Sa femme était assise sur un tabouret cassé, tenant une vieille pièce rouillée. Tout avait disparu. Le silence s'installa. Pour la première fois, la femme ne parla pas d'argent. Elle baissa les yeux. Le pêcheur comprit alors une vérité simple. Ils avaient tout quand ils avaient peu. À ton avis, jusqu'où peut aller l'avidité humaine? Et toi, qu'aurais-tu demandé au poisson? Dis-le en commentaire. L'argent peut offrir le confort, mais jamais la paix intérieure. Celui qui veut toujours plus finit souvent par tout perdre. Merci d'avoir écouté ce conte jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire dans Contes et Morales. Cendrillon. Il était une fois, dans un royaume paisible entouré de forêts profondes et de collines dorées, une jeune fille au cœur pur dont l'histoire allait traverser les siècles. Avant qu'on ne l'appelle Cendrillon, elle portait un autre nom. Un nom doux, murmuré avec amour par son père et sa mère. Un nom qui résonnait comme une promesse de bonheur. Mais ce nom, le temps l'a effacé, car la souffrance finit parfois par recouvrir les souvenirs les plus tendres. Cendrillon vivait dans une grande maison de pierre, à l'écart du village. Ce n'était pas un château, mais une demeure respectable, entourée d'un jardin autrefois fleuri. Son père était un homme bon, travailleur, respecté de tous. Sa mère, elle, était la douceur incarnée. Dès son plus jeune âge, Cendrillon avait appris la gentillesse. Elle aidait sans qu'on le lui demande, souriait même dans la fatigue et trouvait de la beauté dans les choses simples, le chant des oiseaux au lever du soleil, la chaleur du feu en hiver ou le bruit du vent dans les arbres. Mais le bonheur, aussi lumineux soit-il, est parfois fragile. Un jour, la maladie emporta sa mère. Ce fut un silence lourd qui s'installa dans la maison. Un silence que même les rires d'une enfant ne parvenaient plus à remplir.
Cendrillon n'était encore qu'une petite fille, mais elle comprit très vite ce que signifiait la perte. Son père, brisé par le chagrin, tenta de rester fort pour elle. Pendant un temps, ils vécurent ainsi, à deux, s'accrochant l'un à l'autre. Puis, les années passèrent. Craignant la solitude et pensant offrir une nouvelle stabilité à sa fille, le père de Cendrillon se remaria. La nouvelle épouse semblait, au premier regard, élégante et bienveillante. Elle avait 2 filles, presque du même âge que Cendrillon. Au début, tout semblait possible. Cendrillon espérait retrouver une famille, des rires, une chaleur perdue. Mais les masques tombent toujours. Peu à peu, la nouvelle épouse montra son vrai visage. Froide, autoritaire, calculatrice. Ses filles, à son image, devinrent rapidement jalouses de la douceur et de la beauté naturelle de Cendrillon. Et lorsque le père de Cendrillon mourut à son tour, le destin bascula définitivement. Sans protection, sans défense, Cendrillon se retrouva seule face à la cruauté. Sa belle-mère prit possession de la maison. Elle relégua Cendrillon aux tâches les plus ingrates: nettoyer, balayer, laver, cuisiner, du matin jusqu'à la nuit. Ses vêtements furent remplacés par de vieilles robes usées. Ses mains, autrefois délicates, devinrent rugueuses. Son visage se couvrit de cendres à force de nettoyer l'âtre. C'est ainsi qu'on commença à l'appeler Cendrillon. Pourtant, malgré la fatigue, malgré l'injustice, malgré l'humiliation, Cendrillon ne perdit jamais ce qu'il y avait de plus précieux: son cœur. Chaque soir, près du feu, elle fermait les yeux et se rappelait les mots de sa mère. La bonté est une force, même quand le monde est cruel. Et dans l'ombre de la cuisine, une lueur d'espoir continuait de briller. Les jours passaient et se ressemblaient tous. Pour Cendrillon, le temps ne se mesurait plus en saisons, mais en tâches à accomplir. Chaque matin, bien avant que le soleil ne se lève, elle ouvrait les yeux dans le grenier froid où on l'avait reléguée. Une petite lucarne laissait passer une faible lumière, juste assez pour distinguer les poutres poussiéreuses et le vieux matelas sur lequel elle dormait. En bas, la maison s'éveillait déjà, mais pas pour elle. « Cendrillon !» criait la voix sèche de la belle-mère. « Debout, le feu doit être allumé et le petit déjeuner prêt avant notre réveil. » Cendrillon descendait les marches en silence, serrant sa robe usée contre elle. Ses pieds nus touchaient le sol glacé, mais elle ne se plaignait jamais. Dans la cuisine, elle s'activait sans relâche. Elle nettoyait l'âtre noirci, soufflait sur les braises, préparait le pain, balayait la poussière laissée par les chaussures de ses demi-sœurs. Ces 2 jeunes filles, élevées dans le confort et la vanité, passèrent leur journée à se mirer, à se disputer pour une robe, un ruban, un bijou. « Fais attention, tu as mal repassé ma robe. Et mes chaussures, elles ne brillent pas assez. » Leurs paroles étaient des flèches. Mais Cendrillon baissait la tête et obéissait. Non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle était bonne. Lorsque le soleil atteignait son zénith, Cendrillon n'avait toujours pas mangé. Elle se contentait des restes, parfois d'un simple morceau de pain dur, qu'elle partageait souvent avec les petites souris qui vivaient dans la maison. Car même dans la misère, son cœur restait généreux. Les animaux l'aimaient. Les oiseaux se posaient près d'elle quand elle chantait doucement pour oublier la fatigue. Les souris venaient l'aider, poussant de minuscules grains de blé comme si elles comprenaient sa tristesse. Dans cette maison froide, ils étaient sa seule famille. Mais la belle-mère voyait tout cela d'un très mauvais œil. Elle observait Cendrillon avec méfiance, non pas à cause de ce qu'elle faisait, mais à cause de ce qu'elle était, car malgré les cendres sur son visage, malgré les vêtements usés, Cendrillon restait belle, d'une beauté douce, naturelle, qui ne cherchait pas à briller. Et cela réveillait la jalousie. Un après-midi, alors que Cendrillon nettoyait les fenêtres du grand salon, la belle-mère entra, droite et sévère. « Tu crois peut-être que ta gentillesse te rend spéciale ?» dit-elle froidement. « Souviens-toi de ta place, tu n'es rien ici. » Cendrillon sentit son cœur se serrer, mais elle répondit calmement. « Oui, madame. » La belle-mère sourit, un sourire dur, sans chaleur. « Très bien, alors prouve-le. »
Ce jour-là, elle donna à Cendrillon une montagne de travail impossible à finir avant la nuit. Nettoyer toutes les chambres, laver tous les rideaux, trier des sacs entiers de lentilles, mêlées à la cendre. « Si ce n'est pas terminé ce soir, dit-elle, tu dormiras dehors. » Les demi-sœurs éclatèrent de rire. Cendrillon resta seule, devant la tâche immense. Ses mains tremblaient. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle se souvenait encore des mots de sa mère. La bonté est une force. Alors elle s'agenouilla et commença. Les heures passèrent. La lumière déclina. La fatigue alourdissait ses épaules. Et pourtant, au moment où l'espoir semblait l'abandonner, quelque chose d'étrange se produisit. Un frémissement, un murmure presque imperceptible. Les souris sortirent de leur cachette, les oiseaux descendirent des poutres. Comme guidés par une magie invisible, ils se mirent à l'aider. Les lentilles furent triées, les rideaux pliés, le travail impossible, accompli. Quand la belle-mère revint, elle resta figée. « Impossible », murmura-t-elle. Son regard se durcit encore davantage. À partir de ce jour, elle décida que Cendrillon ne devait jamais espérer. Mais le destin, lui, n'en avait pas fini. Quelques jours plus tard, un événement allait bouleverser tout le royaume. Un messager royal arriva à cheval. Il lut à voix haute un décret. Le roi invite toutes les jeunes filles du royaume à un grand bal, afin que le prince puisse choisir son épouse. La maison s'emplit d'excitation. Les demi-sœurs crièrent de joie. La belle-mère sourit, déjà certaine de leur avenir. Cendrillon, elle, sentit son cœur battre plus fort. Pour la première fois depuis longtemps, elle osa rêver. L'annonce du bal résonnait encore dans les murs de la maison. Les demi-sœurs ne parlaient plus que de robes, de coiffures et de bijoux. La belle-mère, elle, calculait déjà chaque détail, convaincue que le destin allait enfin récompenser sa famille. Cendrillon observait tout cela en silence. Elle n'osait rien dire, mais au fond de son cœur, une petite flamme venait de s'allumer. Un soir, alors que la belle-mère distribuait les tâches du lendemain, Cendrillon prit son courage à deux mains. « Madame, » murmura-t-elle doucement, « puis-je aller au bal, moi aussi ?» Le silence tomba, lourd et cruel. Puis un éclat de rire brisa l'air. « Toi ?» s'exclama la belle-mère. « Regarde-toi, tu es couverte de cendres, vêtue de haillons, et tu penses pouvoir paraître devant le prince ?» Les demi-sœurs rirent encore plus fort. « Très bien, » dit soudain la belle-mère, les yeux brillants de malice. « Si tu termines tout ton travail, si tu trouves une robe convenable, alors tu pourras venir. » Cendrillon hocha la tête, pleine d'espoir. Mais la belle-mère n'avait jamais eu l'intention de tenir parole. Le jour du bal arriva. Dès l'aube, Cendrillon travailla sans relâche. Elle nettoya, rangea, cuisina, aida ses demi-sœurs à s'habiller, à se coiffer, à se parer comme des reines. Ses mains tremblaient de fatigue, mais son regard brillait d'espoir. Enfin, quand tout fut terminé, Cendrillon monta au grenier. De son vieux coffre, elle sortit une robe simple, appartenant autrefois à sa mère. Elle la lava, la raccommoda, la rendit aussi belle qu'elle le pouvait. Les animaux l'aidèrent, les oiseaux apportèrent des rubans, les souris cousirent avec soin. Quand Cendrillon descendit, le cœur battant, elle se sentait enfin humaine. Mais à peine eut-elle fait quelques pas que les demi-sœurs s'arrêtèrent net. « Quelle audace !» cria l'une. « Cette robe était à notre mère !» Elles s'élancèrent sur Cendrillon. En quelques secondes, la robe fut déchirée. Les rubans arrachés, les perles brisées tombèrent au sol comme des larmes. La belle-mère regarda la scène sans intervenir. « Je t'avais prévenu, » dit-elle froidement, « tu n'iras nulle part. » La porte claqua, la calèche s'éloigna, et Cendrillon resta seule. Elle tomba à genoux au milieu des morceaux de tissu. Les larmes coulèrent librement, sans retenue. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi être gentille si le monde est si cruel ?» La nuit tomba lentement, le ciel s'illumina d'étoiles. C'est alors qu'une lumière douce apparut derrière elle. « Bonsoir, mon enfant. » Cendrillon se retourna, surprise. Devant elle se tenait une femme rayonnante, enveloppée d'une lueur magique. «
Je suis ta marraine la fée. Sa voix était calme, rassurante, pleine de bienveillance. J'ai vu ta bonté, j'ai entendu ton cœur. D'un geste gracieux, elle transforma une citrouille en une magnifique calèche dorée. Les souris devinrent des chevaux élégants. Les haillons de Cendrillon se changèrent en une robe éclatante, légère comme un rêve. Ses chaussures devinrent de verre, scintillant sous la lumière de la lune. Cendrillon n'osait plus respirer. « Mais souviens-toi, dit la marraine, la magie prendra fin à minuit, à la dernière seconde, tout disparaîtra. » Cendrillon acquiesça. Quand elle arriva au palais, la musique s'arrêta. Tous les regards se tournèrent vers elle. Le prince la vit, et le monde sembla s'effacer. Ils dansèrent, ils parlèrent. Le temps perdit toute importance. Pour la première fois, Cendrillon n'était plus une servante, elle était simplement elle-même. Mais soudain, l'horloge sonna. Minuit approchait. Paniquée, Cendrillon s'enfuit. Dans sa course, une pantoufle de verre glissa de son pied et resta sur les marches du palais. Puis, elle disparut dans la nuit. Le prince ramassa la chaussure, le cœur battant. « Je la retrouverai, » murmura-t-il. Et pendant ce temps, dans l'ombre, la belle-mère comprit que quelque chose lui échappait. Le lendemain matin, le royaume se réveilla avec une rumeur qui courait de rue en rue. Le prince avait fait une promesse qu'il comptait bien tenir. Dans tout le palais, les serviteurs s'agitaient. Le jeune prince n'avait dormi que quelques heures, tenant toujours dans sa main la pantoufle de verre trouvée sur les marches. Il revoyait encore son visage, son regard, sa douceur. Ce n'était pas seulement sa beauté qui l'avait frappé, c'était ce sentiment étrange, profond, comme si cette jeune fille avait vu son âme. « Je retrouverai celle à qui appartient cette chaussure, » déclara le prince, « et je l'épouserai. » Un décret royal fut proclamé. Toutes les jeunes filles du royaume devaient essayer la pantoufle. La nouvelle arriva rapidement jusqu'à la maison de Cendrillon. La belle-mère pâlit, ses mains se crispèrent. « C'est impossible, » murmura-t-elle. Les demi-sœurs, elles, jubilèrent. Elles se voyaient déjà princesses. Pendant ce temps, Cendrillon nettoyait le sol, silencieuse. Elle n'osa rien dire. Elle se contenta d'écouter, le cœur battant. Le jour des essais arriva. Une procession royale s'arrêta devant la maison. Le messager descendit, suivi du prince lui-même. Les demi-sœurs se précipitèrent. Elles se poussèrent, se disputèrent, chacune voulant essayer la pantoufle en première. La première força son pied, le verre résista. La pantoufle ne rentra pas. La seconde essaya à son tour. Elle grimaça de douleur. Rien n'y fit. La belle-mère observait la scène, nerveuse, puis elle déclara sèchement. « Il n'y a personne d'autre ici. » Le prince, qui s'apprêtait à partir, remarqua alors une voix douce derrière lui. « Pardon. Puis-je essayer, moi aussi ?» Tous se retournèrent. C'était Cendrillon. Sale, vêtue simplement, les cheveux attachés à la hâte. La belle-mère éclata de rire. « Elle, ce n'est qu'une servante !» Mais le prince leva la main. « Laissez-la venir. » Cendrillon s'agenouilla. Le cœur tremblant, elle glissa son pied dans la pantoufle. Elle s'ajusta parfaitement. Un silence absolu envahit la pièce. Puis, lentement, Cendrillon sortit de sa poche la seconde pantoufle. Le regard du prince s'illumina. « C'est elle, » murmura-t-il. « Je l'ai retrouvée, la magie opéra une dernière fois. Les haillons disparurent, la robe scintillante apparut. » La jeune servante laissa place à la jeune femme du bal. La belle-mère recula, livide. Les demi-sœurs baissèrent les yeux, honteuses. Mais Cendrillon ne sourit pas par vengeance. Elle les regarda avec calme. « Je ne vous hais pas, » dit-elle doucement, « mais je choisis de partir. » Le prince lui tendit la main. Elle la prit. Et ensemble, ils quittèrent la maison qui avait été le théâtre de tant de souffrances. Le mariage fut célébré dans la joie. Le peuple acclama la nouvelle princesse, touché par sa simplicité et sa bonté. Cendrillon devint une reine juste. Elle n'oublia jamais d'où elle venait.
Elle aida les pauvres, elle protégea les plus faibles, et jamais, jamais elle ne laissa la cruauté guider ses décisions. La bonté n'est pas une faiblesse, la patience n'est pas une soumission, et la lumière finit toujours par révéler la vérité. Même quand le monde est injuste, même quand on te méprise, reste fidèle à ton cœur. Car ceux qui écrasent les autres pour briller finissent toujours par être oubliés, et ceux qui restent bons dans l'ombre finissent par éclairer le monde.